Vite fait pour ces 3 personnes, du coup. Moi, je m'appelle Robin, je suis astronome amateur. Je fais partie de la plupart des clubs dans le VAB. Je fréquente aussi quelques observatoires. Et sur Internet, donc, j'ai créé le site Astropédiade. Astropédiade qui est un site d'astronomie qui existe depuis 2009. Un site où en fait je fais partager ma passion. Et en dehors d'Internet, elles sont toutes sur Astropédiade. Je le fais partager aussi sur le terrain, lors de soirées d'astronomie, par exemple, dans le département, dans certaines régions où le ciel est correct, beau à voir. Et en l'occurrence, dans des regroupements astronomiques, astronautiques comme Auriol, je fais la même chose. Et alors aujourd'hui, j'ai décidé de non pas vous parler des étoiles, des planètes, des galaxies, des fusées. J'ai préféré vous parler de la pollution lumineuse parce que finalement, on va le voir tout au long de la conférence, pour accéder à toutes ces observations astronomiques, pouvoir partager avec vous, quand on est en soirée publique, ce spectacle, toute cette magie de la voûte céleste, il faut qu'on ait un ciel clair, un beau ciel. Et malheureusement, la pollution lumineuse, c'est un frein à ceci, dans le sens où, on va le voir, c'est un obstacle lumineux, quelque chose qui nous bloque littéralement en tant qu'astronome et qui est un véritable fléau à l'époque d'aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va oublier la pollution lumineuse le temps d'un instant. Je vous propose un petit voyage, si ça vous intéresse. Alors ici, on est en orbite autour de Saturne, on est une partie des anneaux. Nous sommes à bord de la sonde Cassini. La sonde Cassini qui a pour vocation de prendre de magnifiques photos. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la Terre. Cette petite bille bleue, c'est notre planète. Alors voilà, comme je l'ai dit, la Terre, une véritable petite bille bleue dans le système solaire. Ici, on est à 1,4 milliard de kilomètres chez nous. Donc on n'a pas de visible, ça reste un tout petit point, on ne voit même pas la Lune. Elle est à peine visible si on zoome, et encore. Donc on est vraiment très éloigné. Mais donc, que dire ici? On a juste une couleur. Donc là, je pense que la planète bleue porte bien son nom. Mais comme je dis, on est très loin. Alors là, on s'est beaucoup plus approché de 1,4 milliard de kilomètres sur la photo précédente. Une photo prise en juillet dernier, hein, c'est très récent. Là, on passe à 350 km d'altitude. Donc c'est beaucoup plus près. On n'est plus à bord de la sonde Cassini. On est à bord de la Station Spatiale Internationale, donc c'est la station qui fait le tour de la Terre en 90 minutes. Alors là, elle est donc au-dessus de l'Espagne. On peut admirer l'Espagne avec le détroit de Gibraltar ici. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque? La planète bleue n'est peut-être pas si bleue que ça. Là, on a des communautés vraiment jaunes. On a vu une partie de la Terre. L'ISS avance très vite, mais elle a quand même le temps de saisir de magnifiques clichés comme ceci. Alors, si ça vous plaît, je vous propose qu'on continue notre petit voyage. Donc on va faire quelques tours en orbite. Alors un petit peu plus loin, on continue sur la Méditerranée. Nous avons l'Italie, donc avec Naples, par ici, à l'inverse, par ici, Naples ici. Donc, non, pas trop. Donc, on est toujours sur la planète bleue, paradoxalement. Donc on a les deux grandes villes bien visibles. Ici, en jaune très clair, en blanc. Une petite particularité sur cette photo, quand on passe au-dessus de l'Italie, on est à flou. Ici, toute cette zone est floue. On a deux petites ici, là, un petit peu par là, on ne voit pas très bien. Ce qu'on a habituellement sous forme de points, par exemple par ici, dans les zones que j'ai indiquées, c'est beaucoup plus éparpillé, beaucoup plus diffus. C'est tout simplement la présence de nuages. Voilà, depuis la Terre, on ne pourrait pas avoir par transparence. Mais depuis l'orbite de l'ISS, on arrive à voir ce qu'il y a sous les nuages, tout simplement parce qu'en fait, dessous, on a un très fort éclairage qui vient des villes. Alors, chose qu'on voit sur plusieurs clichés, cette bande ici qui fait tantôt vert, tantôt jaune avec un petit peu de bleu, c'est l'atmosphère, c'est la limite de notre atmosphère. Et comme on est dans l'ISS et pas sur Terre, on la voit par la tranche. Voilà, on est dans l'épaisseur même de l'atmosphère. On avance un petit peu. Alors là, on a fait un petit peu de chemin. On est aux États-Unis, la Floride. Donc là, on reconnaît parfaitement le contour. Alors en fait, toute cette zone, là, c'est la mer, l'océan. C'est pour ça qu'on n'a aucune lumière.
continent lui-même se dessine en haut, donc en arrière-plan, ici aussi. On reconnaît clairement la pointe en fait, des États-Unis, avec certaines conduites célèbres. Là, d'où partent les fusées navettes, le célèbre centre spatial Kennedy. Donc en fait, les zones qui sont noires au bord, là, on pourrait croire que c'est l'océan, puisque c'est relié à l'autre partie noire, mais en réalité, c'est les marécages. Voilà, c'est là-dedans que se baladent les fusées quand elles sont en transit vers leur pas de tir. C'est une zone vraiment immense. Hein. En réalité, il y a quelques pas de tir, mais ça constitue une zone militaire très étendue, telle qu'on peut la distinguer ici. Alors, honnêtement, je ne sais pas si elle va jusque-là, mais il y a une bonne moitié du cycle sûr qui en fait partie. Donc, pas de lumière dans les marécages. En revanche, partout ailleurs, ce sont des villes, des carrefours de communication, des grands axes routiers, ou alors des espaces urbanisés un peu plus petits. Alors, photo suivante. Donc, voilà ce qu'on voyait tout à l'heure, le Royaume-Uni. On reconnaît un peu les pays, là on est Londres évidemment. Là, on reconnaît quelques pays scandinaves. Donc, une petite chose intéressante, on a une aurore boréale ici. Et ici, l'atmosphère qui est éclairée par les premiers rayons du soleil qui n'est pas encore sorti, qui n'éclaire pas encore la station, mais on voit que cette partie de l'atmosphère est éclairée, donc il est vraiment derrière. Voilà. Et au-dessus, bon, pour un petit détail, ici c'est une portion de l'ISS, tout simplement. Donc voilà, donc, le Royaume-Uni, depuis le ciel, on peut le reconnaître facilement, y compris la Irlande, l'Angleterre, l'Écosse, tout peut être dessiné comme si on avait une carte papier devant nous. On peut même remarquer, si vous êtes attentif, je pense que ça doit se voir de loin, on a de temps en temps quelques petits points, ici on en a pas mal, ça correspond à certaines petites îles tout simplement. Photo suivante. Le fameux Nil en Égypte, donc nous on n'est pas très loin, hein, on est par là, on est un petit peu plus loin. Donc voilà, donc avec le Caire qui est en plein milieu, la mer Rouge et la mer Noire qui sont visibles, je crois que sur la photo en haute résolution, on peut voir la mer Morte un peu plus loin aussi. Donc on a vraiment là aussi tous les éléments qui permettent de reconnaître la région sur Terre. Puis on voit que finalement, le Nil, cet espace où l'eau est censée couler paisiblement, l'eau n'a pas la même couleur. Elle est plutôt jaunâtre là aussi. C'est ce qu'il y a tout autour du Nil, hein, au niveau des rives. Donc c'est quand même impressionnant. D'autant qu'ici, sur la photo, on ne le voit pas, mais on va dire la veine principale du Nil, on la distingue un tout petit peu ici, désolé je tremble, voilà, on distingue une sorte de filament noirâtre là. Après le reste, effectivement, ce n'est pas visible. Il y a tellement de lumière que ça recouvre en fait cet espace non éclairé. De même que toutes les petites embouchures qu'on peut retrouver de part et d'autre du Nil, ici sont totalement submergées, excusez-moi, par les lumières. Donc le Nil n'a plus du tout son apparence d'origine. Donc pour moi c'est un fleuve lumineux. Voilà, si on peut oser l'expression. Alors, diapo suivante. Alors, on a vu quelques pays rapidement pendant notre voyage. On ne peut pas trop s'attarder, il faudra bientôt atterrir. Alors avant je vous montre quelques petites villes. Donc on s'approche un petit peu plus avec notre zoom. Ici, on a Istanbul. Voilà. Donc c'est grande ville. Tellement grande que, vue depuis le ciel, elle n'est plus jaune, elle est blanche. Voilà, on distingue parfaitement la différence par rapport aux autres taches qui sont tout autour. Ici, c'est carrément blanc. Donc la lumière est très présente, omniprésente, très intense. Et puis on retrouve la mer qui, elle, n'est pas du tout éclairée, qui là marque un grand contraste avec le continent. Donc photo suivante. Voilà, c'est ce que j'appelle la ville de lumière comme tant d'autres, Paris. Alors là, c'est très impressionnant parce que c'est l'inverse par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la photo du Nil. On voit la Seine. On voit la Seine qui passe en fait par là. Donc on a un mince filament, mais tellement mince que bon, il est difficile à voir. Et finalement, c'est la seule zone dans le centre de Paris qui est noire. Tout le reste de la ville est totalement jaune. Les zones noires qu'on a tout autour, après, c'est quand on s'approche des reliefs moins urbanisés qui encadrent l'agglomération de Paris. Et pourtant, tu sais que ça avance vite. Voilà. La ville est jaune, tout simplement. En journée, on ne verrait pas ça, on verrait des toitures, des routes, quelque chose de gris, de noir, de marron. Comme sur les photos qu'on peut voir sur Google Earth,
et sur des sites de ce style. Mais là, c'est l'inverse. Voilà. Tout est illuminé. D'ailleurs, on commence à deviner, hein, ici par exemple, ici, on voit les plus grandes avenues. Après, les points blancs qu'on voit ici, 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 ce sont les quartiers les plus importants de Paris, les quartiers les plus touristiques. Je ne l'ai pas repéré, mais la Défense en fait partie un peu plus loin. Et finalement, on peut même reconnaître, si on est attentif, on peut reconnaître la forme de la petite couronne. Voilà. La lumière de Paris épouse la forme de la ville. L'extension de la ville prend la même tournure que l'extension de la lumière sur une zone géographique. Donc dans 10 ans, par exemple, malheureusement, il risque d'y avoir beaucoup plus d'habitations éclairées et autres bâtiments éclairés, et bien toutes les zones qui se seront ajoutées continueront de maintenir cette forme de la petite couronne dans une plus grande dimension. Alors, diapo suivante. Donc on change de pays. Alors ici on a Amsterdam, Amsterdam et ses alentours. Alors ce que je trouve intéressant sur cette photo, c'est que toutes les zones non éclairées ont l'air un peu plus claires que ce qu'on a pu voir sur les photos précédentes. C'est tout simplement parce qu'au moment où la photo a été prise depuis la station, il neigeait. Donc en fait, la région que l'on observe est totalement enneigée. Et donc ça fait ressortir vraiment ce contraste entre ces zones où presque aucun lampadaire, aucun réverbère, aucun éclairage n'existe, et la ville. Alors je crois qu'au nord ou au sud, il y a Utrecht, il y a donc une autre ville au sud. Donc ça fait ressortir d'autant plus cette différence entre les zones non éclairées et les zones éclairées. Les zones éclairées, on ne verrait pas forcément l'ISS, elle pourrait être lumineuse quand on l'observe dans le ciel, on la verrait peut-être. Ah. Alors, ici on change de continent. Nous sommes à Las Vegas. Alors là, c'est très impressionnant aussi. On peut clairement tracer le plan des routes. Voilà, toutes les avenues, toutes les rues, tout est visible. À la rigueur, on se demande même si les rues ne sont pas plus éclairées que certains monuments. Alors ici, on a les bâtiments les plus célèbres de Las Vegas. Hein, c'est la célèbre avenue qu'on voit souvent en photo avec tous les palais, tous les casinos, toutes les statues et compositions exotiques. C'est quand même paradoxal que ce qu'on est censé éclairer au départ, à savoir les zones où il y a un besoin et ensuite les habitations, soit beaucoup plus sombre. Si on regarde par exemple ces carrés là, qui correspondent à des bâtiments, ben, finalement c'est beaucoup plus sombre que les routes. Donc c'est quand même assez excessif. Hein. Je reviendrai sur ce terme un petit peu plus tard. Alors on va continuer, diapo suivante. Donc ici, on est en Italie, donc on a fait encore un tour au-dessus de la Terre. Nous sommes à Naples. Donc là aussi, on distingue clairement la mer qui est très peu éclairée. D'ailleurs, les éventuels points que vous voyez, ce sont des parasites, ce ne sont pas des lumières, ça correspond au traitement informatique de la photo. Voilà, donc en fait, ici, c'est les reliefs qui bordent Naples, qui sont noirs. On a le Vésuve par milieu. Donc, le Vésuve est là c'est son extension qui aujourd'hui ne fait plus partie du volcan. Et donc là aussi, on voit que la zone portuaire, donc le port de Plaisance et la partie qui mène vers les îles de Capri en l'occurrence, est très lumineuse. C'est aussi là que se trouve le centre de la ville. Et donc là, pareil, comme tout à l'heure sur Istanbul, la lumière est directement blanche, elle est plus jaune. Diapo suivante, pareil, Rome, donc encore une ville plutôt côtière, hein, puisqu'on voit la mer depuis là. Voilà, donc là aussi, tout comme Paris, on voit que le cœur s'étend et la forme qu'avait la ville il y a 50 ans, on la retrouve aujourd'hui dans une mesure un peu plus grande, même au regard de l'extension de l'éclairage. Alors, diapo suivante. Donc, je vous propose de terminer notre petit voyage en orbite avec la ville de New York. Donc là, on est vraiment très près. On distingue les ponts. On en voit ici, on en voit là. Donc même eux sont très éclairés. On a des petits îlots pareil qui sont éclairés. Là, c'est de la liberté, on la distingue. Tout est visible. Là aussi, les avenues commencent à être beaucoup plus lumineuses que ce qui les borde. Donc c'est très impressionnant. Le petit éclair qui se balade là, c'est la souris. Voilà, donc après ce voyage assez intéressant,
Voici un panorama complet de la Terre. Alors, cet aperçu, en fait, ça nous montre la totalité des continents quand ils sont dans l'obscurité, donc de nuit. Donc, cette photo, en réalité, n'a pas été prise en une seule fois. Il se trouve qu'on a toujours une moitié de la Terre qui est éclairée par le soleil et l'autre de nuit, inversement. Donc, en fait, c'est plusieurs photos qui ont été assemblées. Et donc là, on peut voir clairement que des zones comme le désert, enfin les déserts d'ailleurs, plusieurs, sont peu éclairés. Et en fait, tous les points blancs, c'est les pays d'une part les plus industrialisés, les pays les plus urbanisés, et de manière générale, là on trouve le plus de lumière, de toute façon. Donc vous voyez, beaucoup de lumière, beaucoup de taches blanches, jaunâtres, y compris en Océanie. Alors en Océanie, il y a une particularité. J'espère que vous arrivez à voir il y a quelques petits points là au milieu du désert, il y en a d'autres ici, il y en a quelques-uns là, ça fait des taches un peu floues. Ce ne sont pas des réverbères, on va dire des villes, ce n'est pas de l'éclairage. En réalité, ce sont des incendies. Quand la photo de l'Océanie et donc l'Australie a été prise, c'était une période où il y avait beaucoup d'incendies, essentiellement encore pas, mais de grande mesure, et donc on les voyait depuis l'espace. Là, c'est une sonde qui a fait toutes ces photos, une sonde de la NASA. Et donc, on confond ces incendies avec les ça a la même apparence, hein, ça a la même couleur, par exemple celle-ci, cette grande ville. Comme on ne peut pas avoir plus de détails, on peut le confondre facilement. Donc, c'est là l'exception. Après, tout le reste, ce sont des métropoles, des villes, des villages. Alors, comme vous pouvez le constater, la ville bleue, elle est aussi un peu jaune. Alors, pour moi, les photos parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que ce qu'on voyait comme une petite ville tout à l'heure, un petit point, ne permettait pas de voir ceci. En revanche, dès qu'on s'approche, vous pouvez le voir, la lumière est partout. Voilà. Tous les continents sont touchés. Bon, à part peut-être l'Antarctique, mais j'espère qu'il ne sera pas touché quand même. Voilà, aujourd'hui, la lumière est partout. Partout, partout. Alors, diapo suivante. Alors, avant d'entrer dans la définition, j'avais juste envie de vous dire bienvenue dans le monde de la pollution lumineuse. Voilà. Nous allons étudier ça en détail, après avoir eu un aperçu de ce que pourraient voir par exemple des extraterrestres ou des visiteurs autour de notre planète. Mais on va voir un petit peu en détail ce que c'est que cette pollution, en sachant qu'on peut parler du monde, d'univers de la pollution lumineuse. Vous allez voir que ça touche de nombreux domaines, de nombreux sujets, et on ne peut plus l'ignorer. Alors, une petite définition pour commencer. L'expression pollution lumineuse désigne en fait la dégradation de l'environnement, et plus particulièrement l'environnement nocturne. Et je peux même ajouter que quand je parle d'environnement nocturne, c'est aussi bien un environnement céleste comme terrestre. Et cette dégradation se fait par émission de lumière artificielle. Il se trouve que la lumière qui est émise partiellement en direction du ciel agit comme une lumière parasite. Parfois, on parle également d'abus de l'éclairage. C'est une expression qu'on retrouve également pour parler de la pollution lumineuse. Diapo suivante. Alors, en apparence, la pollution lumineuse se caractérise souvent par des halos plutôt jaunâtres, orangeâtres, comme on a vu. Les plus importants sont blanchâtres, comme on l'a vu, mais depuis la Terre, c'est la soirée. Donc, c'est vraiment jaunâtre ou orangeâtre. Et c'est un phénomène qui est amplifié par les conditions météorologiques. En l'occurrence, le taux d'humidité peut jouer un rôle important, agir comme un amplificateur énorme. Ici, sur cette photo, donc là, on a des grands projecteurs, hein, c'est pour ça que la lumière est très puissante. Mais si on arrive à voir la lumière ici dans le ciel, c'est aussi à cause d'une présence certaine d'humidité. Alors à cela s'ajoute également la pollution de l'air, donc les gaz, les poussières qui sont présents dans l'air, dans l'atmosphère, et qui vont refléter une partie de la lumière. Donc il se trouve que le ciel, en plus d'être loin de sa dimension naturelle, hein, il est absolument loin, du coup il est parfois troublé. Pour le cas de cette montagne, si le photographe s'était situé un peu plus en altitude, ce n'est pas dit qu'il aurait pu voir les montagnes qui se trouvent derrière. Il se trouve que quand il y a comme ça de la pollution lumineuse qui parfois est amplifiée, on a l'impression qu'en fait il y a de la brume. Donc avec le sang brume, on a ce résultat.
Alors, les lumières parasites, comme je l'ai écrit, proviennent de dispositifs divers. Donc, souvent, on a des lampadaires qui sont mal orientés, trop puissants, comme j'ai dit, trop nombreux, mal conçus. Alors, je m'explique. Quand on parle de lampadaires mal orientés, cela veut tout simplement dire que par rapport à une zone que l'on voudrait éclairer, eh bien finalement, la zone éclairée ne l'est pas totalement. Alors, autre chose, trop puissant, on a tendance à penser qu'il faut beaucoup éclairer. Je ne rentre pas dans le détail tout de suite, on se réserve ça pour la suite. Mais disons que d'une manière générale, on a tendance à ajouter de la puissance bien au-delà de ce qui est nécessaire. Par ailleurs, voilà, en plus d'être trop puissants, certains lampadaires sont trop nombreux. Parfois, sur 2 lampadaires, on pourrait en supprimer un, pour ne parler que des lampadaires. D'autant que la plupart d'entre eux sont mal conçus. Il se trouve qu'aujourd'hui, certains lampadaires sont totalement efficaces, juste en raison de l'orientation de lumière qu'ils proposent. Enfin, certains éclairages sont utilisés de manière excessive. Alors, je les dissocie de ce caractère-là, trop nombreux, dans la mesure où, justement, on parlait de Las Vegas, donc cette photo, ici, donc d'un bâtiment à l'autre, on n'a pas toujours trop de lumière. Mais il se trouve que, par exemple ici, a-t-on besoin d'éclairer en bleu? Ne suffirait-il pas d'éclairer, par exemple, le chemin qui borde ce mur? La question se pose. Donc des fois, ce n'est pas une question de quantité, c'est tout simplement une question de bon sens et d'intérêt. Alors, diapo suivante. Alors, donc comme je le disais, les halos lumineux, c'est une forme typique de la pollution lumineuse dans le ciel. Et il faut dire que ça prend parfois de très grandes proportions. Le cas du ciel de Paris. Quand on va à Paris, on voit quasiment aucune étoile. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai dû voir une étoile et la lune. Donc c'était très décevant. Comme je l'ai écrit, on peut le voir à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de la ville. Et beaucoup d'astronomes disent que le halo de pollution lumineuse créé par les lumières de Paris est visible depuis le Royaume-Uni. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix. Petite trachéite, c'est pas pratique. Alors oui, comme je le disais, depuis Londres, vous pouvez voir les lumières de Paris. C'est quand même quelque chose, et vice-versa. Si bien que des fois les deux halos, les deux zones de pollution lumineuse ont tendance à fusionner. Donc ça prouve que cette région du ciel qui est éclairée est vraiment énorme, aussi bien en hauteur, en altitude, qu'en nombre de kilomètres en envergure. Alors, démo suivante. Alors, clic. Tu vas voir, s'il te plaît. Merci. Transition. Alors. Dans la plupart des cas, la zone qui doit être éclairée est plus ou moins illuminée. Cependant, j'aurais tendance à dire que, comme on peut le voir ici par exemple, la lumière qui est émise a tendance à trop se disperser. On constate d'ailleurs plusieurs impacts suite à cela. Alors vous voyez par exemple ici, alors ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, entre autres, la lumière est mal orientée. L'objectif ici aurait été d'éclairer là. Et on voit clairement que la lumière ne va pas du bon côté. Ici, ce réverbère qui apparemment aurait pour but d'éclairer une éventuelle place, je suppose qu'ici c'est des places pour voitures, ça ne suffit pas. Enfin bref, pour le principe, admettons que ce soit pour des voitures, à ce moment-là, l'éclairage est assez bien tourné, cependant il éclaire aussi le champ. Et c'est pareil pour les autres réverbères qui sont derrière, donc la lumière va un petit peu trop loin, disons. Alors, pour expliquer la suite, voici un petit schéma. Donc comme je l'ai dit, la zone est éclairée, dès lors qu'elle est éclairée, tout va bien. Donc là, l'intensité qui est nécessaire, qu'elle soit maximum ou non, elle a quand même sa place. Dès lors qu'on sort de la zone à éclairer, là donc effectivement ce n'est plus facultatif, mais l'intérêt de la lumière change, et bien plus que l'intérêt, c'est aussi son effet, ses conséquences. Donc à partir du moment où on reste en dehors du ciel, donc au niveau de l'horizon, et légèrement au-dessus, pas plus, tous les effets qui sont issus de la lumière seront considérés comme un éblouissement et des impacts du même style. Et pour ce qui concerne la lumière qui est au-delà de l'horizon et qui touche le ciel, là on parlera de la lumière. Donc, diapo suivante.
je vais vous parler des impacts de l'éclairage. On en distingue essentiellement trois. Donc le premier, comme on l'a vu sur le schéma, c'est l'éblouissement. Donc ce qui concerne toute la pollution lumineuse qui est en dehors de la zone éclairée, mais en enlevant ce qui touche le ciel. Donc, comme je l'ai écrit, la distribution de lumière est inégale au profit des personnes de l'activité malveillante. Alors on va le développer. On va parler de sécurité essentiellement. Donc d'abord, l'éblouissement. Pourquoi c'est un problème de sécurité? Souvent c'est par manque de visibilité, tout simplement. Ici on peut parler des conducteurs, des piétons, qui à cause de lumière trop puissante peuvent avoir une visibilité réduite, donc une forte gêne, et dans ce cas-là ça peut poser des problèmes. Pour éviter les accidents, c'est pas l'idéal, tout simplement. Une lumière trop forte réduit les capacités du conducteur à pouvoir éviter un obstacle. Alors, la lumière inégale, pourquoi j'ai utilisé cette expression? Eh bien c'est simple. Comme on peut le voir sur la photo, alors on reclique une deuxième fois, il m'en manque une. Ici. Alors, vous avez deux fois la même photo. Ici, vous avez notre bon monsieur qui nous sert de témoin. Sur la photo de droite, il y est aussi. Il est là. Sauf qu'il est caché dans l'ombre. Enfin, si on peut parler d'ombre en pleine nuit, évidemment. Alors, quel est le problème ici? La lumière est très puissante, comme indique la photo, mais le souci, c'est qu'elle n'est pas répartie équitablement sur la zone qu'elle devrait éclairer. Alors, en fait, qu'est-ce que ça fait ici? Le conducteur, je ne pense pas qu'il passe ici, sur cette zone, parce qu'apparemment derrière, il n'y a pas de box. Donc le problème ne vient pas de là. Le conducteur, il passera à côté, et puis voilà. Mais pour les piétons, on aurait tendance à penser que quelqu'un qui peut se cacher dans l'ombre, ça peut être une personne malveillante, ou alors quelqu'un qui veut mener des activités malveillantes. Alors il faut bien préciser les choses. Dans l'état d'esprit actuel, la lumière est synonyme de sécurité. Cependant, il faut savoir que les études montrent et démontrent l'inverse. Voilà. Donc cette petite parenthèse que je fais, les vols, agressions, autres infractions, on va dire, sont souvent moins nombreux qu'en l'absence d'éclairage. Enfin, c'est l'inverse, ils sont beaucoup plus nombreux en l'absence, avec l'éclairage, et dès qu'on enlève l'éclairage, ou alors qu'on adapte notre éclairage, la situation s'améliore. Alors, je vais pas beaucoup de temps, pour ceux qui sont intéressés, j'ai des études ici. Alors, diapo suivante. Alors la lumière intrusive, c'est comme je le disais tout à l'heure, cela ressemble à l'éblouissement, sauf que cette fois, au lieu de penser aux personnes mobiles, on pense tout simplement aux habitations. Voilà. Il arrive parfois que les volets ne suffisent pas, donc il faut rajouter des rideaux, des choses comme ça, parce que la lumière rentre, nous empêche de dormir. Il faut savoir que une personne sur deux n'arrive pas à dormir à cause de la pollution lumineuse. Donc c'est assez évident à constater, et puis c'est quelque chose d'alarmant. Là, on le verra plus loin, des solutions existent. En tableau suivante, le troisième et dernier impact, l'altération de la perception visuelle. Alors ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup les astronomes amateurs. Un bon nombre d'observateurs sont touchés par la pollution lumineuse, ça c'est un fait, y compris les observatoires. Alors on pourrait croire que ce genre de structures, les observatoires amateurs comme professionnels, sont épargnés, parce qu'on aurait tendance à les mettre où il y a le plus d'étoiles. Seulement la pollution lumineuse avance tellement vite, aujourd'hui, beaucoup de structures sont menacées. Alors on clique une deuxième fois. Alors voilà, donc une petite comparaison. Cette image correspond à deux photos prises en 2004. Ça a été pris au nord-est des États-Unis. Donc le ciel de ville, comme on le voyait régulièrement. Un beau jour, il y a une panne de courant, et voici ce qu'on a vu. Donc la différence est notable, on a la Voie lactée qui apparaît, quelque chose qu'on ne voit pas ici. De même ici, donc la comète Iki-Yazang, voilà, sous le ciel de ville. La photo n'est pas truquée, hein. Je n'ai pas pris une simple palette de couleurs pour le faire, c'est vraiment une photo. En haute définition, on voit quelques étoiles. Et puis la comète est censée se trouver là. Voilà. La même photo en pleine campagne, la comète est observable. Diapo suivante. Voilà, donc vous avez une petite citation que j'aime bien de Guillaume Apollinaire, qui se prête parfaitement à la situation. Je ne sais pas s'il pensait à la pollution lumineuse quand il l'a écrite, mais ça se fait. Non, voilà, donc ici, cette photo, je vais aller vite. C'est ce qu'on voit depuis l'observatoire du Mont Wilson.
Là où Hubble a fait ses découvertes vis-à-vis des galaxies, la constante de Hubble, plein de données scientifiques aujourd'hui incontournables, et bien voilà, aujourd'hui on a ça à ses pieds, qui est l'observatoire. Donc il est utile de dire que le ciel n'est plus tellement exploitable comme auparavant. Maintenant vous avez donc des cas d'observatoire amateur où le ciel est totalement orange, c'est-à-dire presque plus d'étoiles. Alors ici, en bas, la photo a été amplifiée, parce qu'en réalité, le ciel n'est pas si vif. Mais dans le principe, on n'a pas d'étoiles. Le ciel est quand même très indiqué. Alors, diapo suivante. Alors, maintenant, je vous propose d'aborder l'aspect culturel. L'astronomie, dit-on, est la plus ancienne des sciences. Et de même, sans parler des sciences, toutes les civilisations, depuis toujours, elles ont toujours vécu et évolué en fonction des étoiles et du ciel. On a même des témoins historiques, des alignements de menhirs, des configurations aussi préhistoriques, de même comment ne pas évoquer Stonehenge, des temples, des lieux religieux qui sont liés donc, aux étoiles. On a aussi des textes religieux qui parlaient, les us et coutumes de chaque peuple, le savoir scientifique, le plus souvent antique. Donc tout ceci est lié vraiment à une culture du ciel. On a un autre élément, il se trouve que l'homme a toujours voulu comprendre le ciel. Au fil du temps, il a de plus en plus essayé de l'expliquer, essayer de savoir pourquoi c'était comme ça au-dessus de sa tête. Et par derrière, mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera au fil de la conférence de M. Legendre, il a toujours voulu essayer de rendre le ciel accessible. Bien sûr, accessible humainement. Donc finalement, on peut dire que le ciel fait partie intégrante du monde. C'est un patrimoine qu'il faut sauvegarder et protéger. Diapo suivante. Alors, l'aspect environnemental, il faut savoir qu'on pense à nous, à nos villes, mais la faune et la flore sont également touchées. Donc, beaucoup d'espèces vivent en fonction de l'alternance jour-nuit. Voilà, on a des exemples notables, il y en a des centaines, des milliers, si ce n'est une majorité. Donc, on a un tableau d'illustration qui est assez intéressant. En fait, il indique l'horaire des repas des lapins au cours de la journée. Et donc, on constate aisément que d'après ces données qui sont issues d'études scientifiques, la plupart des repas des lapins ont lieu la nuit. Voilà. C'est tout un rythme qui est organisé en fonction de la période nocturne. Diapo suivante. Alors, je vais vous parler des oiseaux brièvement, donc je vais développer. Le cas des oiseaux est intéressant là aussi. La lumière excessive tend à désorienter les oiseaux, notamment lorsqu'ils sont en période de migration. Il peut arriver, certaines fois en ville, de voir des couples d'oiseaux qui passent tout seuls, comme ça, sans direction particulière. On voit tout au long de l'année d'ailleurs, dans les périodes de migration, c'est alarmant, on le voit aussi. Donc c'est un cas typique. Il se trouve que certaines espèces, à cause de ces lumières, ne sont plus capables de distinguer le jour et la nuit. Donc c'est dire à quel point le ciel est éclairé. Autre espèce, les chauves-souris, une belle ici. L'éclairage situé à proximité de leur lieu d'habitation tend à les faire fuir. Alors, les clochers, les grottes, les cavités, tout ce qui peut leur servir de recoin pour vivre, et finalement, dès qu'on l'éclaire, ou dès qu'on éclaire à proximité, les chauves-souris n'aiment pas ça, elles vont tout simplement ailleurs. Et donc, à force de changer à force de déménager, elles finissent par disparaître. Alors, tandis que certaines espèces, comme je viens de le dire, disparaissent, d'autres font l'inverse. Certains oiseaux, en fait, au lieu de fuir la lumière, ils sont attirés par les réverbères. Alors, ces espèces, dans ces cas-là, elles ont tendance à se développer, se surdévelopper autour des points lumineux les plus importants. Et ce développement est tellement important que la vitesse de développement de certaines espèces augmente plus vite que d'ordinaire, plus vite que prévu. C'est le cas par exemple des mésanges, des pigeons, des moineaux, des tourterelles, pardon. Toutes ces espèces qu'on voit en ville d'ailleurs ont tendance à se développer plus vite. On a une surpopulation qui est constatée au fil des années et ce constat ne cesse de continuer. Une diapo suivante. Après les animaux et les hommes, c'est le tour des insectes. Eux aussi sont victimes. Ça fait beaucoup de victimes, vous me direz, mais c'est comme ça. Alors, il faut savoir que les insectes sont bien plus actifs dans l'obscurité que de jour. Excusez-moi.
Alors, par rapport à cette obscurité, eh bien, les ça se rapprocher du réverbère, diagnostic dans les gains parmi tant d'autres. Il suffit de regarder la réverbère, on verra partout. Et il se trouve que cela suscite un gros problème, le problème des prédateurs. Le fait d'être attiré par la lumière modifie les habitudes des animaux. Comme il y a plus d'insectes près des réverbères, ceux qui mangent des insectes vont aller les chercher près des réverbères, et ça va engendrer tout un tas de déséquilibres, quitte à bouleverser la chaîne. Alors, autre problème majeur, les papillons de nuit. Ce sont des espèces pollinisatrices, comme nos papillons classiques en grande journée. Donc eux aussi ils sont déstabilisés par l'éclairage nocturne. Il suffit d'allumer une ampoule pour les voir apparaître, donc c'est pareil. Donc ça engendre des modifications conséquentes dans le processus de pollinisation et dans le monde végétal en général. Diapo suivante. Alors après certains êtres vivants, il ne faut pas oublier la flore. Alors les arbres, parlons des arbres, on voyait en fait un arbre classique près d'un réverbère. Et il se trouve que du côté du réverbère, il y avait beaucoup plus de feuilles. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours, mais qui pourtant existe. De manière naturelle, les arbres orientent leur feuillage vers la lumière. Et donc ça provoque parfois, tellement c'est important, ça provoque parfois un déséquilibre dans le système biologique de l'arbre. Donc voilà, comme je dis, ça dérègle le cycle des feuilles. Elles tombent plus tard, pardon, et de même, elles poussent plus tôt. Donc vous voyez, ça change totalement. Donc, plus de dépôt. Alors, par ailleurs, la pollution lumineuse correspond à un gaspillage d'énergie assez notable. Chaque nuit en France, l'équivalent d'une centrale nucléaire est utilisé pour alimenter les lumières. Et pour parler de ces lumières, une majorité d'entre elles n'est pas toujours utile. Donc une centrale, c'est quand même beaucoup. Mais on peut aller plus loin. Entre 30 et 50% de la lumière part vers le ciel. Et si je devais ajouter un chiffre, ce serait celui-là, 40% de l'éclairage est utile. Vous imaginez toutes les lumières qu'on peut voir la nuit, il n'y a que 40% qui est réellement utilisé, réellement rentabilisé. Donc quand on voit les millions de watts, de kilowatts qui sont produits, on se dit que nos factures pourraient être allégées. Après, je ne dis pas plus. Chacun verra ça comme il le voudra. Alors, je voulais vous montrer une carte de pollution lumineuse à l'échelle du monde, un peu comme celle qu'on a vue au début, mais avec une autre échelle. Vous la retrouverez dans l'exposition qui est sous le chapiteau, à l'échelle de la France. Donc, en fait, on fera sans image, et on constate que plus les pays sont industrialisés, plus la pollution lumineuse est importante. Je voulais parler de l'Union européenne. En fait, qu'est-ce qu'on voit sur l'Europe? La dorsale européenne, l'Italie, la Belgique, la Suisse, même le Benelux, c'est là où il y a le plus de pollution. Forcément, c'est le cœur économique, le cœur industriel de l'Union, et donc c'est là que se développe le plus l'activité nocturne. Donc du coup, je ne peux pas vous le montrer. C'est pareil aux États-Unis. On constate que toute la côte est des États-Unis fonctionne du même principe. C'est là que se développe en premier la pollution lumineuse et qu'elle est la plus présente. Alors, face à ça, comment faire? Parce qu'après tout, là, on fait que constater, on est presque désolé de voir ça, mais il y a des solutions, heureusement. Alors d'abord, je dirais que, pour commencer, quand on installe un éclairage, je dirais qu'il faut tout simplement éclairer du haut vers le bas. Ça paraît évident, simple, et pourtant on ne le fait pas toujours. C'est même l'inverse, on a tendance à éclairer n'importe où, mais jamais vers le bas, alors que c'est la première zone à éclairer. Ensuite, on peut utiliser des lumières bafflées, ce qui évite la dispersion, je parlais en début de conférence. Ensuite, autre chose facile à mettre en œuvre, éclairer à puissance raisonnable. Des fois, avec une ampoule de 60 watts, un éclairage de 40 suffirait. C'est quelque chose qu'on peut effectuer assez facilement, aisément, et qui ne coûte pas plus cher, puisque finalement c'est l'inverse, on va économiser de l'énergie. De même, à une échelle un peu plus grande, et je pense notamment au commerce, aux grandes enseignes, aux boîtes de nuit, aux lieux de fête, ce qu'on appelle les sky tracers, les projecteurs, ces grosses batteries là qu'on utilisait aussi pendant la guerre pour éclairer le ciel, ça déjà on peut l'éviter. Alors je dis pas qu'il faut tout éviter, hein, loin de là, mais si on devait se concentrer sur la pollution lumineuse, c'est l'une des idées qu'on pourrait suivre. Alors,
si je parle justement d'idées qu'on pourrait suivre, c'est parce que bon, bah, y a des bons éclairages, des mauvais éclairages. Alors, comment caractériser un mauvais lampadaire? D'abord, son éclairage est peu efficace. Peu de lumière émise par ce réfractaire part sur la zone éclairée. Par exemple, si vous voulez éclairer la route et que vous éclairez les façades en même temps, c'est pas un bon réverbère, ou alors il n'est pas mis comme il faut. Donc c'est un élément notable. Éclairer trop, ou alors éclairer pas assez, ça caractérise aussi le mauvais réverbère. En fait, quand on veut lutter contre la pollution lumineuse, il ne faut pas éclairer le moins ou plus, il faut éclairer le juste, éclairer le tout simplement. Donc on peut continuer, hein, les exemples pour caractériser ce mauvais lampadaire sont encore nombreuses. La lumière est intrusive, parfois éblouissante, et évidemment, une partie de l'éclairage part vers le ciel. Alors pour lutter contre ça, il y a plusieurs solutions. Remplacer ces mauvais lampadaires ou alors les adapter. Donc on peut les déplacer, comme je l'ai dit, changer leurs ampoules. En dehors de nos ampoules et de nos réverbères, on peut utiliser des capteurs pour n'éclairer qu'en cas de passage de personnes ou de voitures. Ça peut être mis en œuvre facilement. Ça permet d'éclairer provisoirement le temps que l'on passe. On peut utiliser des outils de programmation. Par exemple, pour éteindre automatiquement certains réverbères pendant la nuit. Ça, on peut le faire assez facilement. Ça tend à se généraliser dans les petits villages. Sur la route, on a des solutions encore plus simples, dont certaines existent déjà pour autre chose. Les marquages, signalisation réfléchissante, ça on pourrait l'utiliser et le développer. Vous pouvez le constater si vous conduisez. Des fois, le peu d'informations qu'on doit nous transmettre avec les panneaux ou pour la direction de la route, avec des réfléchissants, on le voit facilement. Pareil, pour la route aussi, on peut utiliser des capteurs de mouvement, comme je l'ai dit. Ce qui s'applique, le piéton s'applique à tout, les voitures, les maisons, les enseignes, tout. Et ce n'est que le début, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des scientifiques, des ingénieurs qui travaillent pour trouver encore d'autres solutions, des éclairages encore plus intelligents, pour éclairer avec une certaine intensité, selon le nombre de personnes qui passent, le nombre de voitures, en fonction des horaires de passage, les heures de pointe, comme on dit. Donc tout ça est en train de se développer, donc il est fort à parier qu'on aura encore de nouvelles mesures qui pourront nous aider à lutter contre la lumière intrusive. Alors, puisque je parlais justement d'ingénieurs et de scientifiques, je reviens sur certaines études. Certaines études dont je parlais tout à l'heure montrent que la quantité de lampadaires, pour l'extérieur uniquement, la quantité de lampadaires peut diminuer de 60% actuellement. On pourrait enlever, oui voilà, on pourrait enlever, admettons, 6 lampadaires sur 10 sur la route, sans affecter le niveau de sécurité de cette dernière. Donc, pour une lumière utile identique, on peut économiser 4 ampoules. 4 à 6 ampoules. Alors vous pourriez me dire, après cela, du coup, on parle de sécurité routière, si on réduit trop la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'après tout, si on va utiliser la lumière pour éclairer les routes, c'est pas trop bien. Alors là aussi, comme je vous disais tout à l'heure avec l'histoire de personnes malveillantes, contrairement aux idées reçues, en voiture, un conducteur reste d'autant plus vigilant en cas d'absence d'éclairage, si ce n'est plus. C'est-à-dire que vous êtes sur votre route qui est parfaitement éclairée. Dès lors que vous avez accès à tout l'environnement visuellement, vous serez moins attentif à un animal ou une personne qui sortirait de nulle part au dernier moment. Si vous êtes dans le noir total, bon, vous avez vos phares évidemment, et du coup, vous êtes beaucoup plus attentif. Et ça se vérifie. Si vous partez ce soir après les conférences, faites le test. Vous verrez. Passez en campagne sur une route pas trop mal, et essayez. Alors finalement, on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire quelque chose? Est-ce que cette pollution lumineuse va rester? Bon. Alors on a quand même quelques petites choses intéressantes. Au niveau des mesures gouvernementales, il y en a déjà qui existent. En Espagne, en Italie, aux États-Unis, même en Slovénie, République tchèque, donc l'Europe de l'Est, qui est pourtant en cours de développement par endroits. On pourrait se demander s'ils y pensent, et bien oui. Certaines villes là-bas, certaines régions possèdent et appliquent des lois de protection du ciel nocturne. Alors ça se caractérise par quoi? L'usage obligatoire de réflecteurs pour éviter les éblouissements et ou la perte de lumière.
Ces lois, qu'est-ce qu'elles définissent? Des valeurs d'illumination, des types de lampes autorisées, interdites, des horaires d'extinction pour l'éclairage décoratif, publicitaire, tout ce qui pourrait être supprimé, mais qui reste quand même. Alors, je parlais de ces pays, mais en France, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà des décrets, mais ils ne sont pas connus, ils sont quasiment méconnus et ils ne sont pas appliqués. Sauf que, depuis le 1er juillet 2013, vous avez dû le voir, je voulais vous le montrer avec les diapositives. Il existe donc la loi du 1er juillet 2013 qui commence à être appliquée. Elle va s'appliquer au fil des mois. En quoi elle consiste? Elle, c'est un petit peu le même principe. Les commerçants, les magasins doivent éteindre leur lumière au bout d'un certain temps après leur fermeture dans le but d'économiser l'énergie. Et ce, jusqu'à une certaine période, je crois que c'est jusqu'à 5h ou 6h du matin, et de manière un peu plus détaillée. Il y a un horaire de début de cette extinction, et pour ceux qui travaillent au-delà de cet horaire, ils doivent éteindre 1 heure après avoir quitté les lieux. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez 1h du matin, je crois que c'est l'heure de début de cet horaire, normalement, les enseignes lumineuses du magasin, même les artisans doivent le faire, ça doit être éteint. Voilà, et donc ça vise à économiser plusieurs millions d'euros dans l'énergie. Alors, un petit mais quand même, la loi ne pourra s'appliquer pleinement qu'à partir de l'année prochaine, et comme toujours, les dérogations sont possibles. Donc après, ce sont une question de volonté. Alors, désolé, je finis sans image, je voulais faire autre chose, tant pis. Et puis, il est l'heure. Alors, pour conclure, d'un autre côté, lutter contre la pollution lumineuse, chacun peut le faire à son échelle, on ne demande pas de grands efforts, vous l'avez vu, et dans la petite à gagner. Des économies sur la facture, des économies sur les efforts du corps à s'adapter à son environnement. On favorise la stabilité de notre environnement, l'écosystème. La faune, la flore en profiteraient aussi. Et puis pour les astronomes, les observateurs, on retrouverait un ciel correct, ou du moins, si on arrivait à lutter, on pourrait maintenir un ciel. Donc, si je devais utiliser une phrase que j'avais utilisée sur Internet, je dirais « Il est content de rallumer le ciel », un peu comme Apollinaire, « Allumons les étoiles ». À mon avis, ça vaut le coup, c'est pas facile, mais si on veut le faire, il faut le faire maintenant. Voilà. Bon, ben, toutes mes excuses pour cette